On parle pas d'adolescence. J'ai pas du tout envie de parler de ça, moi, en fait. C'est trop sérieux, votre truc. Hein, on parle de chorégraphie, on parle de ralenti indien. Non, je pense que à Deepika Padukone et à Katrina Kaif, quoi, c'est tout. Voilà, j'arrive plus à penser à autre chose. C'est pas Katrina Kaif que t'as en face de toi, c'est deux vieux bubards, là. Oui, c'est ça. C'est un peu déprimant. Hein. Bon, allez, adolescence. Ils auraient dû appeler cette série Parentalité et pas Adolescence. Pas Adolescence. C'est comment faire un film ou une série sur l'adolescence en disant, tu sais quoi, je vais vous parler de tout ça, mais j'en ai rien à foutre des adolescents. Grosso modo, non, je déconne. Je suis un peu radical. Non, ouais, non. Je suis de mauvaise foi. Ah là là, je suis terriblement de mauvaise foi. Là, j'ai fait Severance, je fais Adolescence, je fais des trucs, voilà. Gérard Butler, la prochaine fois. Je veux du Gérard Butler. Parce que si j'ai pas du Gérard Butler, je vais dessécher intérieurement. Tu comprends? Ou alors un film indien. J'aime bien Alain pendant ces moments-là, parce que pendant toutes ces conneries qu'on dit, il rit jeune. Il rit jeune parce qu'il se dit, j'ai envie de rire, mais en même temps, putain, là, il me déroule de la bande, et il va falloir que je monte tout ça derrière, et je sais pas comment je vais faire, et c'est la merde! Bring it on. Don't fuck with me. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? On est obligé d'y aller, hein? Allez. Faut y aller, hein? Ouais. Salut, c'est Yannick Dahan, et aujourd'hui, après l'overhypé Severance, on continue avec Adolescence sur Netflix, notre exploration du zeitgeist en streaming, les plateformes étant devenues l'alpha et l'oméga du référentiel culturel en mondovision. Glissons d'ailleurs au passage un petit taquet à tous ceux qui se gargarisent de les voir privilégier les productions locales en feignant de ne pas comprendre qu'elles ne s'adaptent pas à l'environnement, mais que l'environnement s'adapte à elles, comme dirait un célèbre gangster. Le grand drame du streaming étant moins son apparente dilution du cinéma dans du contenu taylorisé que celle des alternatives de pensée dans le grand tout du conformisme global. La crétinerie intergalactique étant devenue la norme, la bienveillance une injonction et l'indignation morale le seul outil de réflexion, chacun de ces grands succès devient immanquablement plus intéressant sur la forme que sur le fond, quand bien même celui-ci s'emparerait de sujets sociétaux hautement inflammables. C'est évidemment le cas d'Adolescence, mini-série anglaise en 4 épisodes d'1 heure, filmée en plan séquence, est devenu phénomène culturel autour duquel le consensus critique interdit toute nuance, ce qui le rend forcément suspect. Une série d'une intensité rare, à la prouesse technique incontestable, dont le procédé créant une immersion suffocante est la clé de voûte, mais dont on devrait ignorer la dimension ostentatoire, sous prétexte qu'elle ne serait qu'au service d'un constat désenchanté et nécessaire sur l'aliénation de nos sociétés, et en particulier celle de notre jeunesse. Un constat indigné, il s'entend. Sauf que son parti pris visuel est par essence ostentatoire, ce qui ne veut pas dire poseur ou démonstratif, et qu'il s'avère finalement beaucoup plus fascinant que le sujet qu'il traite. On resitue, mais alors viteuf, parce que je pense que tout le monde l'a vu, mais grosso modo, tout est en plan séquence, temps réel, même si les 4 épisodes ne se suivent pas directement. D'ailleurs, c'est une des surprises plutôt agréables dans le récit. C'est-à-dire qu'en fait, on démarre sur des flics qui vont investir de manière un peu violente un pavillon de banlieue anglaise où dedans une famille est secouée, se réveille, tout ça, et puis on comprend qu'ils viennent arrêter un gamin de 13 ans et que ce gamin est accusé de l'assassinat d'une autre gamine de son âge dans son école. Et sans griller rien, parce que je pense que c'était pas le but. Enfin, pendant tout le premier épisode, qui est quand même le plus tétanisant et le plus glaçant des 4, très clairement, moi, c'est celui qui m'a... Enfin, c'est la première fois que je regarde un truc en me disant c'est vachement intéressant, mais en même temps, je trouve ça over désagréable et j'ai détesté le regarder en me disant putain, ça marche puisque je réagis de cette manière-là. Bon, bref. Et donc, on se dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Le gamin est-il accusé à tort? Patati, non, fin de l'épisode, tu comprends, le gamin, il est coupable, c'est pas ça le sujet. Et donc, c'est intéressant parce qu'on se dit, ok, d'accord. Donc, la question, c'est, ça va être la motivation, ça va être le pourquoi. Grande question. Mais une des choses que j'ai appréciées, c'était le fait que, tu vois, le premier épisode se passe sur 7 journées, le deuxième se passe, je crois, 2 jours après, et donc tu te dis, ok, on reste dans la continuité, puis bam, le troisième t'amène, c'est pas 3 mois plus tard, et puis après 6 mois, et après 1 an après, voilà. Donc il y a une espèce de jeu là-dessus qui est intéressant, donc vraiment
la question n'est pas la question littérale de l'intrigue, on n'est pas sur ça, on est évidemment très très vite sur des sujets sociétaux un petit peu plus vastes. Voilà. Un sujet où, comme dans tout procès où l'on s'interroge sur les responsabilités des uns et des autres, chaque partie devrait avoir la parole, ce qui n'est pas le cas ici. Et à ce titre, la série ne devrait sans doute pas s'appeler Adolescence. Police! What are you looking for? You're making a big mistake. He's only a kid. Dad, I haven't done anything. He's a good kid. Jamie, I want you to listen carefully. Do you know a girl called Katie Leonard? Yeah? Describe each other as friends then. Is she dead then? Why would you ask her? Donc on en parle maintenant. Katrina. Pardon. Cette émission, comme la plupart de celles proposées par Capture Mag, a avant tout vocation à partager un certain amour du cinéma et à en donner des grilles de lecture tant sur son langage que sur les thèmes parfois sociétaux qu'il explore. Et il est parfois très difficile de faire comprendre que notre prisme n'est jamais d'émettre un avis figé sur le sujet abordé, mais sur la façon dont il est abordé à travers le langage de la fiction. Ça a l'air qu'on dit comme ça, mais dans une ère de conflictualité hâtive, c'est une précaution devenue, hélas, nécessaire. Malgré mon intro sarcastique, loin de moi l'idée de balayer l'importance du sujet traité par Adolescence. Sujet vaste en soi, plurifactoriel, comme diraient les technos shootés au PowerPoint, ou réseaux sociaux, contexte économique, fossé générationnel, vérité, discernement et idéologie s'entremêlent en un maelstrom de repères dézingués qui impactent tout le monde et pas simplement la jeunesse. La terreur suscitée par cet enfant meurtrier, dont le fantasme d'innocence se heurte à une aliénation dont on cherche vainement le coupable tout désigné, traduit en réalité l'incompréhension d'une bascule anthropologique où l'on ne distingue plus le réel et la fiction. Simulacre et simulation, avait dit un Baudrillard désormais rangé du côté des mauvais penseurs. Et cette réalité d'un monde tartuffe qui connecte pour mieux déconnecter, on peut légitimement s'en indigner. Mais ce n'est pas parce que la série se veut ce témoin indigné du monde que son indignation est forcément juste, surtout quand son parti pris, son point de vue de mise en scène, se met, malgré son temps réel immersif, paradoxalement à distance. Qu'on veuille le voir ou pas, l'adolescence du titre n'est pas réellement explorée. Les ados de la série ont peu à dire, leur point de vue n'est presque jamais abordé. Nous ne les voyons pas entre eux, leurs codes sociaux n'y sont pas vécus de l'intérieur, mais exposés à la naïveté de ceux qui les jugent. Leur psyché s'exprime par le seul rejet, ce qui est intéressant en soi, mais perçu du point de vue unique des adultes, père, mère, flic, psy, ils n'existent que comme victimes. Même ce gamin tueur à la responsabilité incontestable y est par son absence de discernement, alimenté par les réseaux sociaux, le produit d'une société désaxée. On est quand même chez une famille, je vais être un peu caricatural, mais on n'est pas chez des riches. On est plutôt chez des gens très populaires. Ça se voit au début. Tu as ces dichotomies-là. Il y a plein d'éléments qui en filigrane te disent c'est une société en perdition. C'est-à-dire, c'est une société où les gamins n'ont plus de repères, ils sont bouffés. Alors, ils te disent ça, c'est pas mon opinion, hein, je veux dire, ils te disent ça, bouffés par les réseaux sociaux avec de nouvelles formes, on ne sait plus où est le réel, on ne sait plus où tout ça. Et de l'autre côté, des parents largués, des flics largués, et tout. Bon. Si le vrai sujet, c'est l'adolescence, il fallait, avec tout ça, que ça soit l'adolescence aujourd'hui. Mais l'adolescence, eu égard la nature de la perte de repères. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est être adolescent dans une société dans laquelle on est aujourd'hui, où ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus d'idéaux, ils n'ont plus d'avenir. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, t'auras pas de retraite, t'auras la guerre, t'auras l'effondrement du monde climatique, t'auras vraiment... pas aller chercher bien loin des fois pour que tu pètes un câble, mais après, ça dépend de ce que tu veux faire. Soit tu fais une peinture de ces adolescents qui survivent à tout ça, alors que nous, on n'a pas connu tout ça. Mais eux, ils doivent survivre non seulement à l'état du monde qu'ils voient, mais en plus de l'état du monde qu'ils voient, comment tu grandis, comment tu te construis, comment tu survis
dans un monde où tu ne sais plus ce qui est réel ou pas, ce qui est vrai ou pas, où tout est sujet à caution, où qu'est-ce qu'a fait l'Internet, entre guillemets, les réseaux sociaux, entre guillemets. Je trouve qu'il y a d'énormes qualités à ça, hein. Ça, aujourd'hui, je veux dire, c'est le seul endroit où des choses peuvent être dites que tu ne peux pas dire ailleurs, par exemple. Donc c'est très bien. Mais en même temps, ça a créé une horizontalité. Avant, on était dans une société verticale. Qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, il y avait des vérités communément admises. Il faut être choqué quand on découvrait que l'une d'entre elles avait été tu vois, fausse ou corrompue ou tout ce que tu veux. Mais il y avait des socles de croyances. Ce qui est drôle avec tout ça, c'est que tout est vrai, tout est faux, tu vois. Et c'est intéressant de se poser la question de comment une génération complètement biberonnée à ce monde-là, je ne parle même pas des réseaux, hein, comment elle se construit des schémas mentaux pour survivre. Et pour se donner un avenir, pour se donner un espoir. Ce qui, de fil en aiguille, place immanquablement la culpabilité sur les adultes au sens large, ces derniers finissant par pleurer leurs excuses sur la peluche de leur aveuglement responsable. En cela, Adolescence n'est pas une série sur l'adolescence, mais comme disait à juste titre une de mes collègues, un film d'horreur pour parents largués à qui on cherche avant tout à faire peur. Le dernier épisode, où les parents du tueur interrogent leur responsabilité, en partie dédouanés par leur autre enfant dont ils pensent avoir réussi l'éducation, est le parangon de cette volonté d'épouvante qui sonne à la fois comme une remontrance et une mise en garde. Un point de vue sous forme de sermon donc, que l'on peut embrasser si l'on veut, en considérant qu'il faut pointer du doigt nos responsabilités collectives, mais qui, attention, mot à la mode, essentialise un sujet beaucoup plus complexe que ça. Un sujet qui concerne les adolescents eux-mêmes, ces derniers ne formant pas un tout homogène, loin s'en faut, et dont la série omet de proposer la vision en contrepoint, leur perception du réel en somme, la seule évoquée étant celle d'un gamin tueur. Reste donc l'effroi pour des adultes en déni, hors sol, ignorants ou condescendants, alimentés par des plans séquences où le temps réel devient mécanique de thriller, la caméra qui leur sert de point de vue, furetant des vérités qui peinent à sortir. Des vérités sous forme de twist du réel, plutôt simple finalement, la culpabilité du gamin, la découverte de réseaux sociaux ultra codifiés, la perte de discernement du tueur, qui, comme dans tout bon film d'horreur, sont impactants parce que ceux qui précèdent frôlent volontairement l'ennui. C'est la grande force du procédé que de construire ici des scénographies différentes dans chaque épisode, mais qui se pensent chacune en tourbillon vertigineux, la caméra tournant littéralement autour des personnages ou les perdant de vue pour mieux les retrouver en une logique circulaire et concentrique et éminemment ostentatoire. L'effroi progressif des adultes, que l'on suit en un temps réel lancinant, qui s'attarde par essence sur leurs tourments ou leurs interrogations, crée une tension en crescendo assez tétanisante, en particulier sur le premier épisode, même si elle est uniquement basée sur l'attente d'une révélation. Je suis comme Milchik dans Severance, j'utilise des mots trop compliqués des fois. On aura quelqu'un en commentaire qui va le dire. Mais l'avantage, tu vois, par rapport à Milchik, c'est que je n'ai pas de N+1. D'un côté, je trouve la série hyper intéressante, tu vois, la question n'est pas là, elle m'a happé en termes de mise en scène, je trouve les acteurs, mais non mais c'est tous des tueries, quoi, absolues. Bon, le gamin, bien évidemment, mais même le père, même la psy, tu vois, on la voit peut-être essentiellement dans un épisode, mais la meuf, comment elle joue ce glissement, tu vois, de paternalisme, entre guillemets, qui glisse vers la terreur de ce que je découvre. Bon, en termes de fabrication, c'est couillu. Moi, j'étais un peu... Puisqu'on pinaille, il n'y a rien à dire. Moi j'étais absolument persuadé, en voyant la série au départ, que le truc, bon, était blindé de raccords discrets, de CGI, de faux plans séquences. Puis après, je découvre que non, vraiment, les mecs, ils ont vraiment fait des putains de plans séquences d'1 heure, complexes à mettre en scène, répétés jusqu'à 17 fois pour réussir à obtenir le bon truc. Bon, ce qui est une prouesse est ostentatoire. Tu l'as fait aussi en partie pour le style. Donc, je dis ça parce que ça m'a beaucoup énervé. Toutes les critiques que j'ai pu lire, qui étaient de dire ce n'est pas gratuit. Tu vois, ce plan séquence n'est pas gratuit. Il est uniquement au service du propos. Mais comme je trouve le propos au final pas si puissant que ça, en réalité, par rapport à ma réflexion à moi sur le sujet, mais je le trouve pas
si puissant que ça ou si novateur que ça. J'en retire le fait que justement cette mise en scène, je la trouve plus intéressante que le fond qui est discuté. Donc, et quand je disais je pinaille, c'est parce que bon, tu vois en termes de scénographie, le deuxième épisode est peut-être un des plus intéressants puisqu'on glisse dans l'école, mais en même temps, c'est le moins naturel. Ça ressent immédiatement. Autant celui où ils vont dans la voiture, le dernier là, où ils vont dans la voiture et tout ça, est assez bluffant techniquement. Autant dans celui-là, dans le deuxième, dès le deuxième épisode, je voyais ça, parce que je voyais les persos prendre leur place, tu vois, se positionner. Et comme il y a plein d'élèves qui sont là en même temps, ça doit être une de mes cauchemardesques en termes de logistique cet épisode, donc je ne peux pas leur en vouloir pour ça. Mais bon, tout ça pour dire que évidemment qu'il y a une puissance émotionnelle extrêmement forte dans le récit, et moi je crois vraiment que la forme est ce qui est le plus réussi, c'est-à-dire que tu sortirais de ce cadre, entre guillemets, de la réflexion sociétale actuelle, tu te dirais, bah, après tout, imagine, c'est juste un thriller avec pas tous ces enjeux de bidule, mais bon, t'as un meurtrier, t'essayes de savoir pourquoi, tout ce que tu veux, toute la dimension thriller mécanique du genre, elle serait transcendée de la même manière par cette mise en scène qui est extrêmement bien pensée. Où le choix des points de vue de la caméra est toujours extrêmement pertinent par rapport à la situation. Le jeu sur les hors-champs est absolument incroyable. Des révélations, des choses qui sont dites, où tu regardes le visage d'un personnage, c'est-à-dire la caméra va s'attarder sur le visage du personnage qui se décompose en même temps qu'il se passe un truc. Enfin, il a réussi à faire quelque chose, moi je trouve, à travers un plan séquence, sur le temps réel, c'est-à-dire ta digestion émotionnelle de ce qui est en train de se passer, couplé à un boulot sur ce qui est hors champ et ce qui est dans le champ. Le truc, il est ouf. Il est ouf. Je veux dire, il te happe que tu le veuilles ou pas. Moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un premier épisode comme ça où j'étais, tu vois, j'étais pas bien sur mon siège. J'étais là, mais c'est désagréable, c'est extrêmement désagréable, donc ça marche. Et à ce niveau-là, le premier épisode, il est tétanisant. Alors après, j'ai des potes qui m'ont dit, ouais, mais t'es un daron, toi, donc c'est normal, si tu veux. Ça joue. Et je peux pas l'enlever. T'es daron, t'as ton gamin qui est adolescent au même moment, évidemment que tu projettes énormément de choses, évidemment que cette peur, parce que je pense que vraiment le truc est construit sur une peur morale, et ça me dérange, c'est ce qui me dérange, et on en expliquera un petit peu les raisons peut-être derrière, c'est ce qui me dérange le plus. Mais comme toujours, hein, souvent quand je pinaille, c'est sur des choses plus high level que le film en lui-même, mais le film traduit une approche, traduit une vision du monde, traduit une idéologie même inconsciente. Ça traduit un point de vue. Bon, tout le film a un point de vue. Le fameux pourquoi, seule question qui vaille, ne nous tient en haleine que par le brio d'une mise en scène qui en est l'incarnation angoissante et qui tient à elle seule, avec pour le coup une ostentation louable, le concept d'une série dont les réponses ne sont finalement pas si plurifactorielles que ça. Réseaux sociaux, masculinité toxique, nouvel ordre victimaire, du grand classique, j'ai envie de dire. Avec un tel tour de force visuel, on aurait peut-être aimé que le tourbillon vertigineux qu'il propose soit une mise en abîme de notre rapport aux images, cœur névralgique de notre bascule collective, et ne serve pas uniquement une morale effarouchée et, pardonnez-moi, un petit peu naïve. Donc si tu veux, moi, ce qui est à la fois jouissif pour moi, c'est d'aborder un sujet comme ça, comme un thriller, en fait, c'est-à-dire de le construire en termes cinématographiques comme un thriller, et ça fonctionne super bien, et de se dire je vais aborder la chose dans des temporalités différentes avec des points de vue de différents acteurs, donc les concernés directement, les parents, mais aussi le psy, mais aussi tout ça. Tout ça est extrêmement intéressant. Après, il y a un point de vue. Et tu vois, là où beaucoup de gens ont trouvé ça génial, ce final des parents qui se regardent et qui se disent, mais est-ce que on est responsable ou pas? Avec le père qui dit non, on n'est pas responsable. D'abord, il dit on n'est pas responsable, puis finalement tu sens qu'au fond de lui, j'aurais dû faire mieux. Voilà, et puis tu sens, et puis au final, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le doudou de son fils et puis il lui demande pardon. Donc ça veut dire finalement, j'accepte ma part de culpabilité, même si on te dit c'est plusieurs choses. Et donc il y a cette dimension qui moi me dérange, c'est-à-dire c'est-à-dire poser une question de responsabilité. Alors, où tu poses la question de la responsabilité, et tu vas vraiment loin,
dans la question de la responsabilité. Tu te poses des questions qui sont... Je ne cite pas Baudrillard pour rien. Je veux dire, il y a des mecs qui, ça fait 50 ans, qui parlent de notre rapport à la virtualité, de notre rapport aux images, de manière philosophique et très puissante. Tout ça est prophétisé depuis bien longtemps. Et ça soulève des questions autrement plus complexes en termes sociologiques, philosophiques, anthropologiques. Et aussi, j'ai envie de dire, économiques, qui est toujours le truc qu'on évacue gentiment des débats. Tu sais, critiquons tout, hein, mais ne remettons pas en cause le système économique. Donc, si tu veux, ça m'emmerde parce que cette prétention à questionner la responsabilité, sans forcément donner une réponse définitive, mais il te prétend ne pas te la donner, mais il te la donne. Parce qu'au final, moi, je n'ai pas le point de vue des ados. Le seul ado qui parle véritablement, c'est le gamin tueur, donc tu vois qu'il a perdu ses repères et puis qu'il passe d'un côté à l'autre. Et les autres sont dans la peur et la fuite. C'est-à-dire les quelques élèves qu'on interroge, tu vois, ils n'osent pas parler, ou ils disent un truc et ils fuient. Et bon. Donc ça m'emmerde déjà un peu. Mais moi, je parle purement thématiquement. J'ai plus un problème sur le fond de ce que ça y est. Je trouve que ça va pas super loin. Je me suis dit, OK, est-ce que cette bascule anthropologique, qui est en fait autre chose que la question de la responsabilité de la société ou pas, et te dire, en tant que société, en tant que civilisation, en tant qu'humain et tout ce que tu veux, on a créé un gap où on n'est même plus capable d'appréhender la vitesse avec laquelle les technologies de communication, de virtuelles et tout ce que tu veux, vont, si bien qu'on est dépassé par ça. Mais qu'immanquablement, on le voit bien tous les jours maintenant, à quel point le téléphone portable a changé la façon dont les gens se comportent les uns avec les autres et comment on se comporte dans nos vies. Tout est en train de basculer. Anthropologiquement, il y a une vraie bascule qui est en train de se faire. Tu as même des mecs qui te disent, chez les jeunes, maintenant, tu as de plus en plus de gens qui commencent à avoir des bosses là parce qu'ils ont la tête baissée. Enfin, tu vois, on a quand même des constats d'une évolution de l'humanité dont on ne sait pas jusqu'où elle ira, mais à travers tout ça. Et là où cette série fait un petit peu le choix de s'auto-flageller, ce qui est un point de vue, comme je dis, le point de vue de la responsabilité collective de la société, ce qui fait qu'en disant ça, en fait, on dédouane tout le monde, parce que c'est la responsabilité collective, ça dédouane toujours tout le monde. Hein. Et plutôt que de se questionner sur notre rapport, le rapport du réel aux images. Et je trouve que c'est là que c'est le plus fondamentalement intéressant, en fait. C'est pas de dire les réseaux sociaux sont en partie coupables. Cette société économiquement à deux vitesses est en partie coupable. Les institutions, comme tu dis très justement, d'ailleurs c'est marrant, puisque parents, flics, psy dans la série, en fait, il n'existe pas ces personnages. N'existent pas ces personnages. Ils sont une projection du créateur qui sert son propos. Je ne connais pas un psy aujourd'hui, voire même un flic, qui n'est pas au courant de comment certaines choses fonctionnent. Donc, ce flic qui découvre à travers qu'il y a des codes dans les réseaux sociaux entre les gamins, cette psy qui a l'air de s'étonner de ce discernement, ces parents qui, à la limite, sont les plus légitimes dans leur inconscience, c'est pas innocent. Il faut toujours se méfier. Il faut toujours se méfier un peu des choses qu'on te présente comme étant d'un réalisme ou d'une pertinence sur un temps donné, un fait de société et quelque chose comme ça, sans un examen rigoureux de la façon dont les choses sont dépeintes. Donc, tu peux effectivement être emporté dans cette série par son intensité visuelle, dramatique, et en sortir en te disant c'est génial, mais en fait, te dire ouais, mais ce qui est génial, c'est la mécanique qui est géniale. Et je suis le premier à le reconnaître, et je suis rentré dedans à fond les bananes. Puis dès que tu te poses trois questions, tu dis c'est marrant, une série qui s'appelle Adolescence, mais en fait, on voit même pas les adolescents trop, on voit pas leur vision du monde et leur perception du monde. Et qu'en fait, c'est quoi? C'est l'histoire de 4-5 adultes qui sont en train de se dire mais mon Dieu, que se passe-t-il? Mais mon Dieu, que se passe-t-il? Mais mon Dieu, je ne veux pas admettre quelque chose qu'un, il devrait savoir. Et donc, si tu veux, que tu le veuilles ou pas, ou même le mec s'en rend peut-être pas compte, mais cette notion de responsabilité collective, il la place effectivement de notre côté, nous, adultes, ça ne veut pas dire parents, hein, c'est au sens large.
J'ai l'impression que c'est le mec qui est en train de découvrir un problème qu'on sait tous depuis longtemps et qui effectivement à plusieurs niveaux. Mais comme s'il avait besoin tu vois, que nous, parents, soyons terrifiés. Mais le simple fait de vouloir terrifier sur ce que notre progéniture va être capable de faire, bah, c'est une façon inconsciente, indirecte de t'auto-flageller. Mais je veux dire, c'est intrinsèquement comme ça. Intrinsèquement, ça ne peut pas amener à autre chose que ça. Moi, la série, elle m'a tué. Je te jure, la série, j'étais dans l'enthousiasme. Mais vraiment. Elle m'a tué au moment où je vois le père aller pleurer sur le doudou de son fils en disant pardonne-moi, ou je ne sais plus quel est le terme qu'il dit. Je me suis dit non, putain. Ça, c'est la facilité aujourd'hui. C'est la facilité aujourd'hui de la flagellation collective. Donc les adultes par rapport aux enfants, le transgénérationnel, enfin justement pas transgénérationnel, la confrontation générationnelle, et ils ne sont que le produit de notre irresponsabilité. C'est sûr que moi je regarde l'adolescence, je suis indigné. Et sans doute que dans les 5 premières minutes où j'ai fini la série, j'ai dit à ma femme, faut qu'on arrête que notre fils regarde son téléphone portable. Je vais ranger la console dans un placard. Et parce que la série te fait peur. Te dire, regarde mon Dieu, il faut ton fils à cause de ce monde dans lequel tu ne veux pas le déconnecter, tu ne veux pas comprendre que les réseaux sont en train de le bousiller la jeunesse, il va finir par commettre l'irréparable. Enfin, c'est là quand je te dis c'est un film d'horreur pour... Et c'est même pas moi qui le dis. C'est une critique de cinéma, je sais plus où je l'ai entendu, sur France Info, où à un moment donné, et je me suis dit, putain, la meuf, elle a nailé le truc. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ben oui, elle a raison, c'est ça. C'est un film d'horreur pour parents largués. Très souvent, dès que tu as la morale qui rentre en jeu, tu vas nulle part. Le rôle de la fiction, elle peut être c'est même pas son rôle, mais elle peut choisir de tacler un sujet. Mais elle n'est pas là pour nous dire par quel prisme... en tout cas l'analyser. Elle est là pour me soulever des questions. Je n'ai pas à émettre mon jugement sur ça. D'ailleurs, je n'ai même pas la réponse. Je n'ai pas plus de réponse que n'en aurait un adolescent, qui aurait donné la parole aux adolescents, qui aurait montré multiples facettes de nos problèmes contemporains. Je n'aurais pas plus de réponse que ça. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle de la façon dont il aborde le problème. Et la façon dont il aborde est orientée. C'est tout ce que je dis. C'est orienté avec les questions de doxa dominante. C'est-à-dire, quand tu es dans l'air du temps, en termes de pensée, comment tu peux subvertir ou comprendre les raisons des problématiques actuelles si tu adhères à la façon dont ce monde se pense? Pour que quelqu'un comprenne pourquoi on en est arrivé là, c'est déjà quelqu'un qui doit remettre en cause le discours dominant. Ah ben oui, il faut changer d'angle. Pour analyser vraiment le truc. Et ça, moi, je vois pas beaucoup de gens aujourd'hui qui font ça. Voilà. Je dis pas que c'est pas bien, l'adolescence. Au contraire, je suis rentré dedans. Il y a plein de choses super. Mais je dis, des fois, faut dépasser l'épiderme. Faut dépasser l'excitation. Tu sais, c'est comme des mecs qui vont se pignoler sur une bande-annonce d'un truc en disant « Waouh, et le nouveau Superman, il a l'air complètement ouf !» et tout, et qui se sentent tellement pignolés que quand ils vont voir le film, si on leur sert de la merde, ils vont dire « C'était complètement ouf !» Et t'as envie de dire « Bon, alors, t'as deux de QI, en fait, t'es un teubé, quoi. » Donc, au bout d'un moment, tu vois, t'as envie de dire « Hey, dans cette société où, justement, tout va hyper vite, prenons le temps, des fois, de faire pause. » Et de reculer 2 secondes et de se dire bon alors ok, ouais, je suis rentré dedans, c'était ouf, mais alors maintenant, qu'est-ce que ça me dit exactement? Et quand tu creuses un petit peu, bah, tu les vois, les mécaniques narratives de l'adolescence. Et tu vois qu'en fait, ce n'est rien d'autre qu'un film d'horreur pour parents. Voilà, j'en ai marre, je voulais pas en parler, on en a trop parlé, on est parti en philosophie, tout ça. Je pense que dans le montage, vous n'aurez vu, sans déconner, que peut-être 20 minutes d'une conversation qui vient de durer... 1h15. 1h15 de diatribe philosophico, mes couilles entre nous. Et voilà, donc j'en ai un peu ras le cul, j'ai envie d'aller voir des films indiens. Bon, voilà, sur ce, cette minute d'Aon est terminée. Je promets qu'après Severance, après Adolescence, on va aller sur des choses plus simples. Je dis ça à chaque fois. À chaque fois, je dis qu'on va faire des trucs, et en fait, on ne fait jamais ce que j'ai dit qu'on annonçait. C'est un piège, en fait. Non mais là, on peut dire que t'as un Blu-ray entre les mains. Alors c'est vrai que j'ai le Blu-ray entre les mains d'un Gérard Becquet. D'un GG, donc voilà. Donc je me dis, c'est tentant quand même. Mais tu sais, ça peut m'arriver de le voir. Ça peut m'arriver de le voir et de me dire, ah non, mais c'est même pas possible, j'ai même pas envie d'en parler. Donc si tu veux,
Ça va dépendre. On va voir. On va voir. Voilà, c'est tout. Et ben. Voilà, vous pouvez repartir à une activité normale comme vous disiez à l'époque. Je sais plus comment c'était. Et tiper, comme ça, si on est 2500, si vous êtes 2500 à tiper, Yannick sera accompagné de charmantes actrices Voilà, indiennes. Je pense qu'on est sur un peu plus quand même pour les faire venir. Merde, va falloir qu'on aille dans Non, le mais quartier. elles viennent en Eurostar, elles habitent à Londres. Il faudra aller dans le quartier indien à Paris Ah, et des trouver silhouettes en carton. des sosies de Katrina Kaif et Deepika Padukone. Ou alors on leur met un masque. Allez. On leur met les masques de Mission Impossible. Voilà. Parce que et voilà. Et comme C'est ça, on pourra te Julien dire qui le fera. le vrai, le faux, le réel, la fiction, je ne sais plus. Je ne sais plus où j'habite. Bon, Hyper voilà. réel. Sur ce, allez, à la prochaine.